Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être aussi nombreux pour la deuxième édition de notre cycle Lecture d'Alumni. Dans le premier épisode, nous avons eu le plaisir de rencontrer Charles-Édouard Bouet pour son dernier ouvrage. Et donc, vous pouvez retrouver la vidéo sur notre site internet. Ce soir, nous avons le très grand plaisir de recevoir Étienne Klein pour son dernier ouvrage, Psychisme ascensionnel. Donc, je vais vous montrer tout de suite l'ouvrage. Voilà. Voilà la photographie de l'ouvrage. Et je vais passer la parole très rapidement à Guy Delcroix, qui a lu l'ouvrage d'Étienne Klein et qui va faire un échange directement avec lui autour de son ouvrage. Et bien entendu, après, nous prendrons les questions du chat. Vous connaissez le principe, vous cliquez en bas sur la partie « Converser » et qui vous permet donc de nous adresser vos questions. Guy, c'est à toi. Merci beaucoup, Aurore. Mon cher Étienne, tu es centralien, tu es physicien, docteur en philosophie des sciences, tu enseignes à Centrale Supélec et tu animes le samedi sur France Culture l'émission La Conversation scientifique. Tu as publié de nombreux ouvrages sur des thèmes à dominante plutôt scientifique, tels que le temps, le vide, l'origine des quantas, la matière, la gravité ou l'instant zéro. Et une fois n'est pas coutume, tu publies cette année Psychisme ascensionnel dans la collection Versant intime chez Artaud, livre dans lequel tu dévoiles ta passion pour la montagne et les alpinistes. La première question est: pourquoi ce retour sur toi et tes passions, parfaitement illustré d'ailleurs dans le titre de l'ouvrage Psychisme ascensionnel? Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci Guy pour cette invitation, cette présentation. On se voit plus à Chamonix qu'on ne se voit à Paris, me semble-t-il. C'est la première fois qu'on se voit en visioconférence. L'innovation est partout. Non, simplement, ce livre, comme c'est indiqué sur la couverture, c'est un livre d'entretien. C'est une collection qui s'appelle Versant intime, dont l'anagramme est sentiment vrai, ce qui invite à ne pas mentir dans ce qu'on raconte de soi. En fait, Fabrice Lardreau, qui dirige cette collection, m'avait contacté il y a quelques années pour me proposer un entretien dans un livre de sa collection. J'avais un petit peu procrastiné et puis il y a un peu plus d'un an, j'ai accepté. On s'est vu 2-3 fois, on a enregistré pendant plusieurs heures. Et ce livre, c'est la retranscription de nos entretiens. Évidemment, le cours de la conversation fait qu'on en arrive à des questions plus personnelles, peut-être pas intimes, mais en gros, on est obligé de parler de soi puisque c'est le rapport à la montagne qui est interrogé. Donc, j'ai raconté un peu ma vie, ma découverte de la montagne à l'âge de 20 ans, de la haute montagne, je veux dire, à Chamonix. Et puis, comment très rapidement, c'est devenu ce que j'appelle mon topos. Et le titre Psychisme ascensionnel, c'est un titre que j'ai emprunté à Gaston Bachelard dans son livre que je vous recommande de lire, qui s'appelle L'air et les songes. Il y a un chapitre qui s'appelle justement Psychisme ascensionnel, dans lequel Bachelard explique que la philosophie de Nietzsche, qu'il a pas mal décortiqué, comme vous savez, relève justement d'un psychisme ascensionnel. C'est-à-dire, c'est une philosophie qui invite à avoir le sens de l'élévation, ce qu'il appelle lui le sens de la montée. Et comme tu le sais, Guy, moi je préfère les montées aux descentes en montagne. Donc ça me correspondait bien. Et par les temps qui courent, je trouve que c'est un titre qui donne un peu d'énergie. Et les lecteurs qui ont bien voulu m'envoyer leur témoignage après la lecture du livre, en effet, confirment que ça donne de l'énergie. Alors, la première partie du livre concerne l'alpinisme et les liens que cette discipline permet d'établir. Le lien en particulier entre le guide et son client. Et c'est une activité qui est aussi beaucoup pratiquée en solitaire. Qu'en penses-tu? Oui, je vois ça. J'ai des amis qui pratiquent l'alpinisme en solitaire. Jamais je ne ferais ça. C'est-à-dire que le sentiment de sécurité que je peux ressentir en montagne est lié au fait que je suis encordé avec quelqu'un qui connaît beaucoup mieux la montagne que moi. Et du coup, ma confiance, elle vient simplement d'une sorte de délégation
de toutes les initiatives qui sont prises au guide en qui j'ai confiance. Donc la confiance, en l'occurrence, est une confiance humaine et aussi une confiance dans le matériel. Et si j'étais seul dans une paroi, évidemment, je serais complètement paniqué. J'ai la chance de ne pas avoir le vertige, j'ai la chance de ne pas avoir la peur du vide, mais le fait de ne pas avoir la peur du vide, de se sentir parfaitement bien alors qu'on est suspendu dans le vide, provient du fait qu'il y a cette confiance dont je viens de parler. Si j'étais seul, je pense que je serais complètement paniqué et mon espérance de vie serait extrêmement courte. Et d'ailleurs, le vertige, c'est quelque chose qu'on peut ressentir par procuration. C'est-à-dire que si vous regardez un film, notamment celui d'un Américain qui a récemment gravi en solitaire, sans aucune assistance, une des voies les plus difficiles du El Capitan dans le Yosemite, il a été filmé par des caméramans. C'est une ascension qui a duré plus de 15 heures, je crois, avec des risques incroyables. Il devait sauter d'une prise à une autre avec sous lui une hauteur de vide de quelques centaines de mètres. Et quand on regarde ça, on a le vertige pour lui. Et d'ailleurs, les caméramans qui l'ont filmé pendant ces heures, à certains moments, on les voit qui détournent leur regard de l'œil de la caméra. Ils ne veulent pas regarder parce qu'ils ont peur d'assister à quelque chose de dramatique. Donc le solo, c'est quelque chose de très, très spécial. Certains disent que c'est l'esprit même de l'alpinisme qui invite à faire des solos. Moi, je considère que, d'un point de vue métaphorique, c'est l'image de la cordée qui est la plus belle. C'est-à-dire que les relations dans une cordée sont des relations qui relèvent plus de l'intrication, qui n'ont pas besoin de paroles. Parfois, la tension de la corde suffit à communiquer des messages. Et puis, il n'y a pas le premier de cordée et le second, c'est quand même plus compliqué. C'est une sorte de responsabilité partagée, où il est question de vie et de mort parfois. Donc, symboliquement, c'est un lien qui oblige, si j'ose dire, à avoir une certaine tenue. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on s'interdit dans une cordée. Il y a des façons de parler qui sont interdites, sauf cas exceptionnel, évidemment. Mais en général, il y a une qualité humaine dans la cordée que j'aimerais voir à des altitudes plus basses que celles dont on parle là. D'ailleurs, tu fais référence dans ce passage-là un peu à la physique quantique et à l'intrication. Oui, c'est-à-dire qu'une cordée, c'est pas une personne reliée à une personne, c'est un tout qui est plus que la somme de ses parties, comme on dit justement en physique quantique pour parler de l'intrication qui peut exister entre particules. C'est-à-dire que c'est pas une entité séparable. Donc il y a une véritable analogie avec l'intrication quantique qui me semble ne pas relever de l'excès de métaphore. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, enfin, tu connais ça aussi bien que moi, hein, la cordée, c'est spécial. Moi, j'ai le même guide depuis que j'ai commencé l'alpinisme. On se voit qu'en montagne, on se voit pas dans la vallée quasiment, mais on est comme frères en fait. On se connaît parfaitement et il y a là une sorte de relation qui est très spécifique à l'alpinisme et dont je ne vois pas qu'elle puisse se décliner facilement ailleurs. Il faut voir comme par exemple quand Lachenal et Terray ont fait la face nord du Cervin, ça leur a pris pas mal de temps, en cordée justement, ou de l'Eiger, plutôt de l'Eiger, et c'était la deuxième fois que cette face nord était faite, juste après la guerre, en 1947, si ma mémoire est bonne. Eh bien, ils ont eu du mal à défaire les nœuds de la corde, et Lachenal a dit, c'est la preuve que nous sommes une cordée solide. Et voilà, ces deux gars qui ont, si vous connaissez leur biographie, vous voyez qu'ils ont été en quelque sorte intriqués tout au long de leur vie, y compris jusqu'à l'Annapurna, pas jusqu'au sommet, mais presque, et puis dans la suite de l'aventure. Donc je trouve que l'esprit de cordée, c'est une notion plus importante à mettre en avant que la notion seule de premier de cordée, qui me semble être une trahison de ce qu'est vraiment l'esprit de cordée. Oui, d'autant que, et tu le sais, dans une face nord, on alterne. Le second passe souvent en premier. Et on est premier par intermittence. Voilà. Alors, en tant que spécialiste du temps, le rapport du temps a bien entendu été abordé au cours de l'entretien avec Fabrice Lardreau. Est-ce que tu peux nous faire part de quelques-unes de tes réflexions à ce sujet, le rapport au temps et la montagne, ou l'alpinisme en tout cas? Bon, ça serait un long sujet parce que souvent quand on parle de ce rapport au temps, on évoque une élasticité du temps, avec l'idée que le temps passerait plus ou moins vite selon qu'on fait ceci ou cela. Mais en fait, comme vous le savez bien, le temps n'a pas de vitesse, il n'a pas non plus d'accélération.
puisqu'une vitesse, c'est une dérivée par rapport au temps. Donc, dire que le temps est une vitesse, ça voudrait dire qu'il varie son rythme d'écoulement par rapport à son rythme d'écoulement. En revanche, il y a dans les phases délicates d'une ascension, on est très concentré, on est vraiment présent au présent et on est donc confiné dans une gangue d'espace-temps dont le volume est très très réduit. Et dans ces situations-là, on pourrait dire, c'est la fameuse phrase d'Antonin Artaud que je cite, l'esprit devient mince comme une main. C'est-à-dire, on est comme ça, on est dans cette interaction avec le minéral, ou la glace, ça dépend, et on est complètement centré sur le présent et les gestes qu'il faut accomplir en oubliant d'où on vient, le passé n'existe plus, et le futur n'est même pas envisagé. Et puis au contraire, quand on est débarrassé de ces passages un peu délicats, ou même quand on redescend sur un sentier de randonnée plus facile, alors l'esprit s'aère, prend du volume, et on a un rapport à l'espace-temps qui est beaucoup plus large, beaucoup plus aéré qu'ordinairement. C'est comme si en fait l'esprit avait subi une compression un peu comme un gaz dans les phases délicates, il se comprime, et puis quand les phases sont plus faciles, l'esprit se détend et occupe un volume beaucoup plus grand qu'initialement. Et donc, il y a une variété des rapports au temps dans une course de haute montagne qui est parfaitement intéressante. Et j'aime bien citer cette phrase de Giacometti. Il se trouve que j'habite à Denfert-Rochereau, juste à côté de l'endroit où il avait son atelier, tout à côté du cimetière du Montparnasse. Et Giacometti, qui allait souvent en montagne pour aller recueillir des marbres qui convenaient bien à ses sculptures, disait « La montagne, c'est un espace où le temps oublie l'heure. » Voilà, où le temps oublie l'heure. Et je ne sais pas, mais ça renvoie directement à l'expérience de l'alpinisme dont je viens de parler. L'heure ne compte plus. Ce qui compte, c'est le rapport qu'on a soi-même avec le présent qui passe. Alors, la seconde partie du livre concerne ta pratique du trail et de l'ultra-trail en particulier. Quelle différence vois-tu en termes d'engagement personnel entre cette discipline et l'alpinisme? Alors, il y a des ressemblances parce que ça se passe en montagne, à des altitudes plus basses que la haute montagne, évidemment, mais il y a des points communs. On est confronté aux variations de la météo, etc. Mais le trail, moi, j'y suis venu un peu sur le tard, il y a une dizaine d'années. Après, alors, ça s'est passé au mois d'août. J'étais à Chamonix dans les hauteurs avec mon guide, Bruno Martin. On avait passé une semaine dans les hauteurs sans jamais redescendre. Et un samedi, on redescend dans la vallée, on arrive dans Chamonix. On entend beaucoup de bruit, il y a une foule nombreuse qui semble rassemblée près de l'église. On s'approche. Il est vers 15 heures le samedi après-midi. Et on demande aux gens, mais qu'est-ce qui se passe? Et on me dit, vous allez assister à l'arrivée de l'Ultra Trail. Je disais quoi? Ah bah, c'est une course de 166 km avec 10 000 mètres de dénivelé. Le vainqueur va bientôt arriver. Et on voit arriver Marco Olmo, qui avait 58 ans à l'époque, qui arrive en petite foulée, souriant, avec un visage absolument radieux. Et j'étais frappé de voir que dans la foule qui assistait à son arrivée, il y avait des gens qui pleuraient. Il y avait une espèce d'émotion incroyable de voir un homme en pleine forme, là, qui venait de courir en montagne pendant 21 heures. Et il avait parcouru 166 km, gravi et descendu 11 000 mètres de dénivelé. Et ça m'a donné envie de faire ce genre de choses qui m'apparaissaient comme la synthèse entre le cross-country que je pratiquais en région parisienne et puis l'alpinisme que je pratiquais en été à Chamonix. Une sorte d'alliance entre les deux, un mélange de course, de montagne. Enfin, voilà. Et pour le coup, c'est un effort plus solitaire et en même temps très solidaire parce que les coureurs, quand ils sont en difficulté, s'assistent mutuellement. C'est une obligation, ça fait partie de la charte du coureur. Mais quand même, c'est un effort solitaire et les conversations sont moins nombreuses que dans les courses de haute montagne. Mais moi, c'est une activité qui me correspond peut-être plus que l'alpinisme parce que l'alpinisme, comme je l'ai dit, je suis très dépendant. Je suis dépendant d'un guide. Je pourrais jamais m'engager seul dans des voies difficiles. Alors que l'ultra-trail, c'est paradoxalement une expérience dans un milieu très contraint, la montagne, avec un effort assez long, avec des phases forcément difficiles. Mais très paradoxalement, cet exercice distille en soi l'impression de liberté. C'est-à-dire, on est à la fois complètement libre, responsable de soi-même,
dans un milieu contraint. Et c'est cette alliance qui procure la plus grande impression de liberté. Le fait d'avoir des contraintes et le fait d'être responsable. Si on n'a pas ces deux autres composantes, il me semble que la liberté est un mot un peu creux. Et en plus, l'ultra trail, ça permet de montrer que Spinoza, dont on parlera peut-être, avait tout compris lorsqu'il disait que personne ne sait ce que peut un corps. C'est-à-dire que aucun corps humain, en fait, ne peut faire un ultra trail. Et pourtant, beaucoup de gens le font. Et le taux d'abandon dans ces courses très longues est plus faible que dans les marathons. Et donc, c'est comme si on découvrait que notre corps, il a des capacités qu'on ne mobilise pas dans la vie ordinaire, mais qui sans doute étaient très utiles à nos ancêtres, notamment à Néandertal, qui, on le sait maintenant, lorsqu'il allait chasser, parcourait des territoires de centaines de kilomètres de diamètre. Et donc, il faisait cet effort régulièrement. Et il semblerait qu'un sport comme celui-là, qui se court dans l'axe, contrairement au football ou au tennis, on court dans l'axe et ça crée moins de traumatisme dans le corps que beaucoup d'autres activités physiques modernes. Comme si, en fait, ce sport qu'on présente comme un nouveau sport n'était que la réactivation de capacités humaines qui ont forgé notre humanité il y a quelques millions d'années. Enfin, quelques centaines de milliers d'années plutôt. Alors effectivement, venons-en à Spinoza, puisque tu cites Spinoza dans ce livre, et dans d'autres ouvrages d'ailleurs. Quelle relation entretiens-tu particulièrement avec ce philosophe du XVIIe? Alors, bon, il se trouve que j'ai lu pas mal de chapitres de son livre le plus important qui s'appelle L'Éthique. Et il y a un chapitre dans lequel il pose cette question: que peut le corps? Et la réponse qu'il fait, c'est: on n'en sait rien, parce que ce que peut ton corps, ce n'est pas ce qu'il peut en tant que corps, dit-il, c'est ce que tu peux toi. C'est ce que tu peux toi. Donc tu n'es pas que ton corps. Bon. Et en plus, Spinoza, il est souvent présenté comme un philosophe de la joie. Il a été un des premiers théoriciens de la joie en disant: le bonheur, c'est intéressant, mais c'est pas durable. Et la peur de le perdre fait qu'il est gâché dès qu'il advient. Et puis la jouissance, c'est intéressant, mais ça dure pas longtemps et c'est épuisant. Et donc il est plutôt un théoricien de la joie. Et en effet, la lecture de Spinoza procure de la joie. Et d'ailleurs, j'ai un exemple tout récent à vous donner. Pour des raisons que j'ai pas le temps de détailler, j'ai fait la rencontre il y a une semaine d'un monsieur qui s'appelle François Besse. Il a 77 ans. Peut-être que c'est un nom qui vous dit quelque chose parce qu'il a été un grand braqueur, disons, des années 70. Il a fait beaucoup de prison, mais il s'est beaucoup évadé. On l'appelle le roi de l'évasion. Il s'est évadé 7 fois de la prison de la santé, du QHS de Fresnes, enfin, de la prison de Saint-Maur. Il s'est évadé d'Espagne. Enfin, c'est un type qui tient pas en place. Et on s'est rencontrés, on a parlé pendant des heures, et à l'occasion d'un colloque sur la transgression. Et c'est un type absolument incroyable parce que en prison, il a étudié Spinoza grâce à un professeur de philo qui s'était intéressé à son cas. Et il est le plus grand spécialiste de Spinoza que je connaisse. Non seulement il connaît l'œuvre, mais en plus il incarne la joie de Spinoza. C'est-à-dire qu'il a 77 ans, il a fait beaucoup de prison, il est absolument rayonnant, il est la joie incarnée, il est d'une intelligence fulgurante, il pourrait faire des cours en Sorbonne facilement, et aujourd'hui, il est devenu compagnon d'Emmaüs. Il répare des ordinateurs qu'il donne aux enfants des familles défavorisées de banlieue. Et c'est vraiment l'incarnation d'une métamorphose humaine provoquée par la lecture de Spinoza. Ça montre que ce philosophe mériterait lui aussi, et peut-être plus que Nietzsche, le terme de psychisme ascensionnel que Bachelard a utilisé à propos de Nietzsche, mais il aurait pu l'utiliser aussi bien à propos de Spinoza. C'est du psychisme ascensionnel, et je vous recommande vraiment de temps en temps, quand vous avez un petit coup de mou, de lire 1 ou 2 pages de Spinoza. D'accord. Et de Nietzsche également, d'ailleurs. Et de Nietzsche aussi. Absolument. Ok. Tu abordes dans Psychisme ascensionnel, tu abordes la notion de causalité. En quoi ce thème te préoccupe-t-il aujourd'hui beaucoup, manifestement? Oui, alors, le livre, il a été écrit avant la crise sanitaire. Hein, donc, mais vous avez remarqué que
pendant cette crise, et ça dure encore un peu aujourd'hui, dans les chaînes d'information continue, quand on parlait des traitements, des vaccins, des tests, etc., il y a beaucoup de gens qui confondaient corrélation et causalité. Et ça m'a inquiété qu'il y ait cette confusion qui peut permettre toutes sortes de manipulations. À en croire certains, dès lors qu'il y a des grenouilles après la pluie, on pourrait dire qu'il a plu des grenouilles, quoi. Et je pense qu'il y a une pédagogie à faire à propos de la différence entre corrélation et causalité, parce que sinon, comme je l'ai dit, on manipule pas mal les gens. Je vous donne un exemple. La maladie dont on parle, la Covid-19, est une maladie dont on peut guérir dans 98 ou 19% des cas sans traitement. Et on entendait des gens dire, y compris des personnages importants comme M. Bolsonaro, dire, bah voilà, j'ai été malade, j'ai pris tel médicament, j'ai guéri, donc c'est le médicament qui m'a guéri. Voilà. Et sinon, la question de la causalité, moi, elle m'a surtout intéressé en tant que physicien, puisque je l'ai utilisé pour démontrer que en physique, deux notions qu'on confond souvent, en fait, sont distinctes. Il y a le cours du temps, qui est une chose, qui est en quelque sorte contraint par la relation de causalité, et puis il y a la flèche du temps, l'irréversibilité des phénomènes, qui est tout à fait autre chose. Et c'est cette distinction que je considère comme fondamentale, que j'ai cru bon de rappeler. Mais j'ai pas souvenir que j'ai beaucoup parlé de causalité dans le livre, quand même. Si je te retrouverai aisément les pages, la page. Mais je peux retrouver, hein. Je peux retrouver. Oui, oui. D'ailleurs, tu fais également une différence entre risque et danger aussi. Ah, c'est pas moi, hein. Moi, je ne fais qu'appliquer les définitions, hein. Un risque, c'est pas un danger. Un risque, c'est un dommage provoqué par un événement multiplié par la probabilité qu'il advienne. Donc, il y a des gens qui confondent les deux choses, là encore, et évidemment, il y a un moyen d'annuler le risque associé à l'alpinisme. C'est de l'arrêter, c'est de ne pas aller en montagne. Donc, l'alpinisme présente des risques pour ceux qui vont en montagne, mais pas pour ceux qui n'y vont jamais. Bon. Et je pense que, oui, il y a beaucoup de gens qui disent que l'alpinisme est trop risqué, ce qui est vrai, mais je trouve que à fuir les risques trop, on s'interdit de les maîtriser. Par exemple, aujourd'hui, pour des raisons essentiellement juridiques, on n'emmène plus en montagne, même en basse altitude, faire du ski ou autre chose, les enfants des écoles. Parce que s'il y a un accident, eh bien, il y a des procès, il y a des assurances qui vont devoir se mobiliser. Et du coup, les enfants ne vont pas en montagne. Mais est-ce que ça les prépare mieux? Est-ce que ça n'est pas en se confrontant à des risques qu'on arrive à les estimer, à les jauger, et puis à la fin à les maîtriser? Et donc c'est une question que je trouve passionnante, parce qu'elle dit le rapport de notre modernité à la science, à l'aventure et donc au risque. Et on peut considérer qu'actuellement, dans notre situation sanitaire, on est tout à fait dans ce dilemme-là. À une différence près, c'est que les risques liés à l'épidémie dont nous parlons sont des risques liés en partie à la contagion. Donc, on peut prendre des risques pour soi-même, mais en prenant, on risque d'en prendre pour d'autres. Et là, moi, je pense que l'engagement vers des risques élevés doit être une démarche purement individuelle. On ne peut pas entraîner d'autres personnes, sauf si elles sont explicitement d'accord, dans des aventures risquées. Et donc, il y a beaucoup de gens qui, par exemple, qui ont dit, bah oui, la Covid tue moins que le cancer, donc il faut la négliger. Bon, c'est vrai, mais il y a une différence entre les deux, c'est que la Covid est contagieuse et le cancer non. Et donc ça crée une différence de rapport dans les risques associés à ces deux choses. Tu mentionnes quelques lectures montagnardes dans la fin du livre en particulier. Quelle serait l'incontournable, celle qu'il nous faut absolument lire, voire relire, et pourquoi, bien entendu? Alors, je vais faire une réponse qui tient au fait que je parle à des alumni, à des gens qui ont fait Centrale ou Supélec et qui ont de bonnes connaissances en mathématiques. Et pour ces gens-là, il y a un livre à lire absolument qui s'appelle Le cas du K2. Le cas du K2. Vous savez, le K2, c'est cette montagne, la deuxième plus haute, considérée comme la plus dangereuse. Il y a moins de gens qui sont allés au sommet du K2 que de gens qui sont allés dans l'espace.
Et parmi ceux qui sont allés au sommet, il n'y en a que la moitié qui sont redescendus. Donc, c'est pas une région qui est club médisable. C'est pas, ça sera jamais un lieu de vacances. Bon. Et je vous recommande cette lecture parce qu'elle est, moi j'ai découvert ce livre grâce à un événement assez curieux. J'étais à Chamonix et j'ai dîné avec un ami qui s'appelle François Damilano, qui est un grand alpiniste, qui a fait un film sur l'Everest, qui a fait beaucoup d'autres choses. C'est un très grand glaciériste, comme on dit. Et il m'invite à dîner, il me dit, voilà, je vais partir au K2. Il était très stressé, hein, parce que, pour les raisons que j'ai dites, il sentait que c'était un tournant dans sa vie, il avait peur de ne pas revenir. Sa famille était inquiète, et donc il avait besoin de parler. Et à la fin du dîner, il me dit, il faut que tu lises un livre. Il s'appelle Le cas du K2, je sais pas quel est le nom de l'auteur, mais ça va t'intéresser. Ça parle de mathématiques et d'alpinisme. Bon, je prends note, et dès que je peux, j'achète ce livre, et je découvre qu'il est écrit par Daniel Parroquia, philosophe de Lyon, qui était dans mon jury de thèse de philo. Et je découvre ce livre, je le lis, et vous verrez, c'est un livre un peu foutraque, dans lequel il y a une très bonne connaissance de l'histoire de cette montagne, par Daniel Parroquia, qui n'a jamais mis un pied en haute montagne. Il y a évidemment des références assez nombreuses à un autre grand livre d'alpinisme qui s'appelle Le Mont Analogue de René Daumal. Et finalement, François Damilano est parti au K2. Il a pu faire un bout de film, mais son camp de base a été détruit par une avalanche. Ils n'ont pas pu faire le sommet. Il a rapporté de là-bas un beau film qui s'appelle Le K2, une journée particulière. Et quand il est rentré en France, je l'ai invité à mon émission à France Culture en compagnie de Daniel Parroquia. Et ça a été une émission absolument géniale, puisque l'un et l'autre étaient intimidés par l'autre. François Damilano, l'alpiniste, était intimidé par Daniel Parroquia, le philosophe, et le philosophe était extrêmement impressionné d'avoir en face de lui quelqu'un qui redescendait du K2. Et du coup, le livre en question, qui était un livre confidentiel, a été réédité récemment, avec une préface de François Damilano. Et je trouve que l'histoire est très belle, et vraiment, c'est un livre qui va vous distraire et vous apprendre des choses sur l'histoire de la montagne, sur l'alpinisme, mais aussi sur les mathématiques et sur la fameuse conjecture K3. Ah, Oui, parce que ouais, c'est une histoire de fou. Il y a une conjecture en mathématiques qui s'appelle la conjecture K3. Et pourquoi elle s'appelle K3? Elle a été baptisée par André Weil, grand mathématicien du groupe Bourbaki, qui était le frère de Simone Weil, la philosophe. Et il a baptisé cette conjecture, la conjecture K3, parce que les trois Allemands qui l'ont posée ont des noms qui commencent par K. Et il ajoute, et en hommage au K2, la montagne. Vous voyez, c'est que des histoires comme ça, d'imbrication entre différentes sortes de références. C'est délicieux à lire, je vous le recommande. Le cas du K2. cas du K2. Le KCAS, hein. Oui, bien sûr. J'ai le souvenir d'ailleurs d'un camarade qui n'est pas de ma promotion, qui est de la 74, qui s'appelle Thierry Leroy, qui a escaladé le K2 en son temps. C'était, je pense, dans les années 80, qui en est revenu avec quelques gelures. Je pense que Thierry vit encore et ça aurait été intéressant de le rencontrer, en tout cas qu'il soit ici ce soir. Voilà, petit hommage au passage à un alumni grand montagnard. Écoute, merci Étienne. Merci Guy. Je pense qu'Aurore va reprendre la main puisqu'il y a un certain nombre de commentaires ou de questions qui ont été posées sur le chat. Et en tout cas, moi, je te remercie personnellement pour la dédicace de ton livre qui illustre bien ton attirance pour la montagne et que je cite, tu m'as écrit « La montagne n'est pas que belle, elle est aussi magnétique ». Merci encore. Aurore. Alors, effectivement, ce soir, on a quand même beaucoup d'amateurs de trail et de course, hein, parce qu'il y a quelques réflexions qui laissent entendre qu'il y a des gens qui connaissent ça assez bien, notamment Jean-Claude, qui dit que Alex Honnold a mis 3h56 pour grimper les 914 mètres de la voie la plus difficile sans matériel. Et
Et donc, il fait une référence au freerider El Capitan. Voilà. Ensuite, il y a une question d'Antoine. Une course en montagne, ça peut être beaucoup d'engagement. Il y a beaucoup d'aléas en montagne et il y en a toujours. Comment avez-vous vécu ces aléas? Mais moi, je sais, j'acquiesce, hein, il y a beaucoup d'aléas, mais moi, j'ai jamais eu de problème, sauf une fois, la traversée du Lyskam en Suisse, qui est une arête dans laquelle on a été prise par une tempête extrêmement violente, alors que on n'avait aucune indication sur la météo. On s'était engagé par grand beau temps, et puis à peu près au milieu de l'arête, on a été mis dans une situation météorologique effrayante, avec impossibilité de voir à plus de 50 centimètres. Bref, ça a été assez pénible, et on était nombreux, en plus on était 2 cordées de 3 ou 4, et il y en a certains qui ont un peu craqué, mais la psychologie du guide était tellement ajustée que tout le monde a pu rejoindre un refuge après un périple assez terrible, en effet. Et on s'est tous juré qu'on ne remettrait plus jamais les pieds dans un glacier, et cette promesse a été rompue assez, assez rapidement. On avait été un peu traumatisés, mais sinon, moi, je n'ai que des bons souvenirs, et j'associe vraiment les courses en montagne à une espèce de joie garantie, quoi. Je sais que c'est absurde, hein, je sais que c'est pas du tout rationnel de dire cette chose-là, mais aujourd'hui, je grimpe un peu moins qu'avant. Je m'entraîne plus pour le trail que je ne fais de courses d'alpinisme. Mais à une époque, je faisais 10 courses, 10 ou 15 courses tous les étés. Donc ça fait au total pas mal de courses, et ça s'est toujours bien passé, même si j'ai pu avoir froid, j'ai pu avoir faim, j'ai pu être très fatigué, etc. Mais ça, c'est pas ce que j'appelle des aléas. C'est des choses auxquelles on s'attend, auxquelles on est préparé. Et, et donc, voilà, j'ai un rapport très, très apaisé à tout cela, qui provient, et j'insiste là-dessus, sur le fait que tout le stress est en grande partie délégué à la confiance, par la confiance que j'ai dans le guide. Alors, il y a Henri Técher, qu'on connaît bien à l'association, parce qu'il est notamment impliqué dans le groupe des coureurs. Donc, Henri Técher qui nous partage quelques informations. Il dit qu'il a vécu quelques ultra-trails comme des formidables courses d'équipe, notamment le premier ultra-trail Tour du Mont Blanc, où il y a eu 90% d'abandon. Voilà. Il dit aussi que le marathon, le semi-marathon et le Paris-Versailles, par exemple, sont des courses risquées, plus qu'on ne le pense, puisqu'il y a des morts, et donc il faut savoir maîtriser ses risques et ses peurs. Et il rappelle votre palmarès en mettant un lien vers le site de Runner. Voilà. Ensuite, il y a Bruno qui pose une question, qui dit l'ultra trail peut se courir aussi sur le plat, notamment au golfe du Morbihan, et qui demande surtout de l'entraînement à la résilience. Et il vous pose une question personnelle en disant est-ce que vous avez flirté avec l'Himalaya en tant que grimpeur ou ultra trailer? J'ai flirté avec l'Himalaya, mais ni en grimpeur, ni en ultra trailer. J'ai fait le grand tour des Annapurna en 1987 avec Terre d'Aventure, et puis assez rapidement j'ai quitté le groupe, je l'ai fait en solo. Après avoir passé le col le plus haut, qui est le col du Torung, si ma mémoire est bonne, qui est à 5600 mètres. Et une fois que ce col était passé, il y avait plus de difficultés, donc j'ai quitté le groupe et j'ai terminé tout seul à partir de Muktinat jusqu'à j'ai oublié les noms des villes. Voilà, mais donc j'ai vu les grands sommets de l'Annapurna, d'autres grands sommets du Népal, mais c'était pas pour faire de l'escalade ni pour faire de l'ultra-trail, dont à l'époque personne ne parlait en fait. Mais ça équivalait à ça, hein. Je marchais 12 ou 15 heures par jour, j'avais une caisse pas possible, et c'était une sorte de trail en solitaire. Alors, il y a Paul Schwander qui pose la question quel sommet vous rêveriez de conquérir? De conquérir, c'est un grand mot, et je ferai jamais une première, mais avec Bruno, on a le projet d'aller cet été au Pisbatine. Pisbatine que j'ai jamais vu, donc c'est le prochain sur la liste. Tu as eu un projet en Atacama également, non? Alors ça, c'est un projet avec François Damilano, c'est d'aller au sommet du plus haut volcan du monde. Et
Et quand il m'a téléphoné pour me le proposer, j'ai dit oui tout de suite, sans même savoir quelle était la hauteur du plus haut sommet du monde. Et quand je me suis renseigné, j'ai vu que c'était 6 914 mètres. Bon, là, ça m'a un peu refroidi. Mais oui, on a ce projet d'y aller. Bon, le Covid a retardé tout ça. Mais l'idée, c'est justement, ça répond à la question que tu posais au début, Guy. L'idée, c'est de faire un film et de montrer comment, avec l'altitude, la progression vers le sommet, le rapport au temps change. Voilà. Et donc, c'est d'entremêler une expérience d'alpinisme avec une réflexion sur la physique, mais aussi sur le rapport au temps d'une façon plus générale. Et j'espère qu'on pourra le faire en 2021 ou 2022. Alors, une autre question Mais d'Antoine. à ce propos, vous savez Oui. que la plus haute montagne du monde, on dit toujours que c'est l'Everest, mais vous savez que ça se discute. Hein. Guy, t'es au courant? Là, je sais que les Chinois et ceux d'en face se sont mis d'accord sur la hauteur de l'Everest. Oui, mais ils sont tous d'accord pour dire que c'est le plus haut. Parce que la référence, elle est prise au niveau de la mer. Mais si tu prends comme référence le centre de la Terre, eh bien, ça n'est pas l'Everest qui est le plus haut, c'est le Chimborazo, qui est en équateur, qui est donc plus proche de l'équateur. Et comme la Terre est légèrement aplatie au pôle, eh bien, la distance entre le centre de la Terre et le sommet du Chimborazo est plus grande que la distance entre le centre de la Terre et le sommet de l'Everest. Et ça donne un petit problème pour élèves de centrale de première année. C'est, admettons qu'on construise un oléoduc, un oléoduc entre le sommet du Chimborazo et le sommet de l'Everest. On fait couler de l'eau, dans quel sens va-t-elle couler? Parce qu'elle va couler de l'Everest jusqu'au Chimborazo dans l'autre sens. Je vous laisse réfléchir là-dessus. D'accord. Aurore, ça fera l'objet d'un prochain débat, forcément. Oui, sûrement, sûrement. Alors, on a encore quelques questions. Donc, une question d'Antoine. Comment vivez-vous les redescentes des sommets? Personnellement, j'ai vécu l'aiguille verte comme une course contre le temps. Avec mon compagnon de cordée, on s'était perdu dans la voie à l'ascension. Et on est arrivé sur le tard avec pas mal de dégel à la descente et des chutes de pierres. Et c'était assez stressant. Comment vous préparez-vous à ce type d'épreuve lors de vos courses en montagne? Alors, l'aiguille verte, je l'ai faite avec un camarade qui est Odo Vallée, grand spécialiste des religions, et Bruno Martin. Et il y avait des chutes de pierre, en effet, mais en ce qui nous concerne, ça s'est plutôt bien passé. Et les redescentes, comme ça a été dit à l'instant, on fonce, quoi. On fonce pour se protéger des risques qui augmentent quand le soleil vient taper les faces en question et permet que les chutes de pierre soient plus nombreuses. D'ailleurs, à propos de l'aiguille verte, j'ai une anecdote marrante. Un jour, je dédicaçais un bouquin à un salon du livre et j'étais à côté de Paul Venn. Vous savez, Paul Venn, le grand historien de l'Antiquité. Et je vois que son livre, qui est une autobiographie, est dédié à l'aiguille verte. Alors, on discute, et il me raconte qu'il a tenté de faire l'aiguille verte 4 fois, et 4 fois, il a échoué pour des problèmes de météo, pour des glissades, pour d'autres ennuis. Il n'a jamais pu faire l'aiguille verte. Et je lui ai raconté que moi, je l'avais faite avec un copain, et il m'a dit, mais savez-vous qu'on peut tuer quelqu'un par jalousie? Donc, c'est vraiment un sommet très convoité. Moi, je trouve que c'est la plus belle montagne du massif du Mont Blanc. Enfin, c'est un sommet d'une majesté absolument incroyable. Et on ressent ce que Bachelard appelle l'aspiration verticale des cimes. C'est-à-dire, quand on voit l'aiguille verte, on a, je sais pas, une sorte d'élévation qui s'empare de nous et qui nous pousse à la grimper. Alors, je vais prendre les deux dernières questions. Il y a Thierry qui dit monter au sommet du plus beau volcan permettrait-il ou pas de renouveler dans la tradition des randonnées scientifiques avec des horloges atomiques pour des mesures relatives? Oui, on a ce genre de projet en tête. Il y a autre chose, c'est qu'au sommet de ce volcan, il y a un lac. Et comme vous le savez, la pression atmosphérique au sommet, elle est plus basse. Donc, quand on fait de la plongée dans un lac qui est en haute altitude, on n'a pas la même pression. Donc, moi, je fais pas de plongée, je peux pas en faire pour des questions d'oreille, mais François Damilano, il a ce projet de piquer une tête et de voir ce que ça donne quand on fait de l'apnée dans une eau qui est en altitude. Et puis, oui, on aura
On aura différents équipements. Mais pour l'instant, on est plutôt à la recherche d'un financement, pour tout vous dire. N'y a-t-il pas eu d'ailleurs au sommet de ce volcan un sacrifice Et il y a des, en effet, vous savez, les Anglais se vantent d'avoir inventé l'alpinisme, mais les Incas escalaient les montagnes et on a retrouvé au sommet des volcans d'Amérique du Sud des momies d'adolescents sacrifiés qui avaient été emportés, enfin amenés au sommet des montagnes. Alors, une autre question d'Henri qui dit « Tu n'aimes pas les descentes, comment vis-tu un ultra-trail où il y a autant de descentes que de montées ?» La réponse, c'est mal. C'est mal. Mais il y a un trail que je vais faire en Italie, enfin, il a été annulé, mais je vais tenter de m'inscrire. C'est un trail où il n'y a que de la montée. Il y a 3500 mètres de dénivelé. On monte et après on redescend par un petit train. Un peu comme il y a tous les ans, c'est pas un trail parce que c'est pas très long, mais c'est quand même très dur. Il y a la montée au Nid d'Aigle à partir du Fayet, c'est 23 km de montée quasiment, et on redescend par le petit train. Ah, voilà les courses que j'aime, les courses sans descente. Je n'ai pas du tout le psychisme descensionnel. Voilà. Il est purement ascensionnel. Alors Henri Et d'ailleurs, rajoute « Je te donnerai oui, des conseils pour t'amuser en descente. » bah oui, j'en ai besoin. J'en ai besoin. C'est très énervant d'être doublé dans les descentes alors qu'on a doublé des gens dans les montées. C'est vécu comme une forme d'injustice. Et pour finir, une question d'Emeric, un peu plus générale, qui dit « Quels conseils et recommandations auriez-vous pour les jeunes promotions qui sortiront de Centrale Supélec dans les 2 ans à venir ?» À propos de la montagne ou... Non, je crois que c'est d'une manière générale, je pense. Oh, alors là, c'est une responsabilité que j'hésite à relever, enfin à prendre, parce que bah, il y en a une qui me vient, hein, qui fait la jonction entre votre question et la montagne. Il y a un philosophe qui s'appelle Henri Maldinet, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui a beaucoup écrit sur la montagne, évidemment sur la philosophie, sur d'autres choses, sur l'existence, qu'est-ce que ça veut dire exister. Et il dit l'existence est une exclamation dans le vide éclaté. Alors c'est une phrase un peu obscure, mais moi je retiens le exclamation. Il y a sortir. On sort de quelque chose. Et je pense que ce que je dirais aux jeunes élèves de Centrale Supélec, c'est ça, c'est que vivre et exister, c'est deux choses différentes. D'ailleurs, Aristote avait deux mots différents. Il y avait Zoé pour dire la vie végétative, la vie qui se contente de se continuer, et puis bios qui est l'existence, qui est la vie consciente d'elle-même, qui est capable de se raconter, de faire des projets, de s'insérer dans un récit, de se souvenir, etc. Eh bien, je pense que voilà, exister, c'est sortir de soi, c'est sortir de quelque chose. C'est, pour le dire d'une formule encore plus abrupte, c'est aller se faire voir ailleurs et constater qu'on y est encore. Voilà. Et que du coup, notre existence déborde les limitations venues de l'habitude ou venues d'une appréciation trop stricte de soi-même. Moi, je suis pas du tout fait pour faire de l'ultra-trail, je suis un mauvais coureur, etc. Mais je le fais quand même. Et s'excurser hors de soi, à mon avis, c'est vraiment vivre. Et je pense que quand on est ingénieur, il y a 1000 manières de décliner cette idée en faisant de la montagne ou en faisant autre chose. Parfait, merci beaucoup. Alors le petit mot de la fin, c'est Benoît qui le dit. Profitez avant l'ascension ou après du Licancabur des sources d'eau chaude délicieuses qui se trouvent à proximité. Je ne sais pas si vous l'avez expérimenté. Très bonne idée, en effet. Voilà. Merci Guy, je te donne Étienne. le mot de la fin. Merci à toi Guy, et à bientôt à Chamonix. Merci à tous, à très bientôt. J'y serai la semaine prochaine. Le ski de randonnée n'est pas interdit. Donc, effectivement, nous allons en profiter parce que la couche de neige est manifestement très bonne. Bon, voilà. On en reparle, Guy. On en reparle. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup, Ciao. Étienne Klein. Merci Ciao. beaucoup, Guy. Voilà, pour cette conversation passionnante. On vous invite évidemment à la poursuivre en lisant l'ouvrage. Et puis, on vous donne rendez-vous pour la 3e édition qui se déroulera en janvier. Voilà. Lecture d'Alumni.